Les militants du Parti socialiste désigneront leur premier secrétaire. Longtemps dominant à gauche, le parti peine à se relever depuis sa défaite de 2017. Alors en réponse au déclin des partis traditionnels comme celui-ci, des mouvements politiques tels qu'En Marche ou la France Insoumise ont semblé incarner une réponse à de nouvelles attentes sociales. Autonomie organisationnelle, construction autour d'une figure de leader, structure évolutive, usage d'outils numériques, forme d'engagement variées. Face aux partis traditionnels, sommes-nous dans le temps des mouvements, sujet à des critiques virulentes, notamment celle de l'organisation resserrée autour du chef, celle aussi de la faiblesse de la démocratie interne. Les mouvements sont-ils les organisations les plus efficaces pour gagner les élections et notamment la présidentielle de 2027? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Frédéric Savicki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez fait paraître en 2020 l'ouvrage intitulé La fin des partis, point d'interrogation. C'était aux éditions des presses universitaires de France. Face à vous, Antoine Léaumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La France Insoumise de l'Essonne. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Il y a un décalage terrible, un paradoxe terrible entre le fait que nous soyons la première force parlementaire à gauche, 131 parlementaires, que nous avons le plus grand nombre d'élus locaux, que nous avons un think tank puissant, la Fondation Jean Jaurès, et j'en passe et les meilleurs. Donc on a une galaxie socialiste très puissante qui devrait emmener la gauche vers le pouvoir. Et le paradoxe, c'est que nous avons maintenant un petit parti. Regardez bien les chiffres. Tant Nicolas Maillé-Rossignol, qui a tourné autour de 41%, comme Olivier Faure, on est à peu près à 41% des deux côtés. Ça fait 10 000 votants pour chacun. 10 000 votants. Moi, j'ai connu une période où le Parti socialiste était à plus de 200 000 adhérents. Donc, il y a un problème. Olivier Faure revendique la victoire à quelques centaines de voix près. Peut-être qu'ils seront ramenés à quelques dizaines de voix près. Une question très directe, Frédéric Savicki. Est-ce qu'un parti s'affaiblit à mettre en lumière ses débats internes, ses dissensions? Dans le fond, est-ce qu'il s'affaiblit à être une structure ouvertement démocratique? Question difficile. Le Parti socialiste, dont il est question là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, est de Patrick Kanner. De Patrick Kanner, absolument, c'est le président du groupe socialiste au Sénat. Le Parti socialiste, traditionnellement, est un parti qui s'est construit autour de courants. Et même d'ailleurs, dès l'origine, en 1905, il y avait les guédistes, les jaurécistes ou les jaurétiens, il y avait aussi des almanistes, il y avait des gens qui avaient des sensibilités et des conceptions assez différentes, qui ont coexisté. Et ça a perduré, ça a été réactivé en 71 après le congrès d'Épinay, et ça a plutôt servi le Parti socialiste parce que la diversité des courants et des débats permettait aussi d'agréger des militants, des électeurs, des adhérents, des sympathisants de tendances très différentes. On avait des gens qui étaient, des laïcards, hein, on pourrait dire, des chrétiens de gauche, des gens qui étaient des jacobins, qui étaient des décentralisateurs ou des girondins. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle qui permettrait de dire que la diversité, le débat nuit. Et donc, c'est sans doute pas ça la cause, si vous voulez, de l'affaiblissement du Parti socialiste ou d'autres partis dits de gouvernement aujourd'hui, ou dits traditionnels, comme vous parliez tout à l'heure. Elles sont sans doute à chercher ailleurs. Donc, je pense que le monolithisme idéologique, doctrinal, dont on peut trouver un autre exemple dans l'histoire politique française du Parti communiste, a pu aussi, lui, être à un moment, avoir des succès. Mais il a pâti très clairement, justement, d'une trop grande sclérose et d'une incapacité à pouvoir faire vivre en son sein le débat. Donc on a aussi un autre contre-exemple, quand même, là, assez flagrant, d'un parti qui a pu être fort pendant une trentaine d'années, on va dire, entre 1946, 47, voilà, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 80, et qui s'est effondré aussi par incapacité, effectivement, à pouvoir faire vivre des courants différents. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'à long terme, et peut-être encore plus spécifiquement à gauche, puisque la gauche, c'est un projet, c'est construire un projet, c'est pas simplement de critiquer ou d'activer des passions tristes, hein, c'est quand même de proposer un projet collectif, une perspective. C'est plutôt une force à long terme quand même pour un parti politique d'être capable de susciter le débat, de produire des idées nouvelles et de donner l'impression d'être
quand même une force démocratique. On va revenir sur toutes ces fonctions historiques du parti, mais avant cela, Antoine Léaumont, la question miroir, j'allais dire, est-ce que la France insoumise gagne en efficacité parce qu'elle ne met pas dans la lumière justement ces dissensions et ces débats-là? Alors déjà, je vous remercie d'organiser une discussion sur la forme parti, la forme mouvement, parce que je pense que c'est un débat de société assez central et puis un débat d'efficacité politique aussi pour savoir comment on va vers des victoires pour notre camp politique entendu au sens large. Ensuite, pour ce qui est de notre organisation, souvent est décrit l'idée qu'il n'y aurait pas de discussion, de débat, de démocratie interne à l'intérieur de la France insoumise. En réalité, cette idée, c'est pour moi une méconnaissance de la manière dont on fonctionne. Dans le sens où il y a quelque chose dont on discute en permanence, en le faisant évoluer en permanence et qui est pourtant au centre de ce qui nous unit, qui est la question du programme. Et c'est ce que vous disiez d'une certaine manière. Il faut essayer de proposer un projet de société. Et nous, le programme qu'on propose, c'est un programme d'ensemble qui vient traiter toutes les questions de la société en même temps. Raison pour laquelle il est un peu difficile de prendre une mesure séparément de l'autre parce qu'elles vont toutes ensemble. C'est un autre projet de société. Ce qui est sans doute notre grande force. D'ailleurs, on l'a vu quand on a été dans les discussions programmatiques avec les autres forces de gauche. Nous, on arrivait avec un programme assez structuré, avec y compris des livrets, avec un certain nombre d'éléments détaillés parce qu'à chaque fois, on s'est dit comment on fait pour l'appliquer si jamais on arrive effectivement au pouvoir, tandis que ça avait peut-être été parfois ce qui avait été mis un petit peu de côté par d'autres forces politiques. En tout cas, ça a pu être le sentiment qu'on avait. Et cette structuration autour du programme, elle fait qu'on peut donner parfois l'impression que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire monolithique, dans le sens où on est tous là en train de dire bah voilà, ce qui nous unit, c'est le programme, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des débats stratégiques parfois sur il faudrait faire comme ça, il faudrait aller plutôt, par exemple, aller chercher les abstentionnistes, ou bien essayer de convaincre plutôt ceux qui sont plus proches de nous, ou bien essayer carrément d'aller convaincre des gens qui seraient d'un autre bord politique pour essayer de les rassembler. Et je pense que ce qui fait notre force et ce qui réussit à faire notre unité, c'est que comme on est unis sur un programme, comme on a des idées stratégiques parfois qui peuvent être un petit peu différentes ou en tout cas se compléter, bah justement chacun essaye de mettre en œuvre un peu les choses comme il le sent. Et moi, là où certains ont l'impression qu'il y a un manque de démocratie, moi j'ai l'impression qu'au contraire on a une grande liberté d'action et d'autonomie d'action. Mais que vous discutiez en interne, Antoine Léaumont, c'est une chose, mais comment vous discutez? Est-ce que vous discutez à quelques-uns? Est-ce que vous faites largement participer les militants à cette discussion? Est-ce que même vous mettez en lumière cette discussion et les dissensions qui vous opposent? C'est cela aussi la démocratie, c'est la transparence sur ces discussions. Alors justement, là on rentre vraiment dans le cœur du réacteur d'une certaine manière et ça me permet d'expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu long, mais il y a en fait plein de structures dans lesquelles il y a de la discussion politique et stratégique. La première structure, celle qui est la structure de base, c'est ce qu'on appelle les groupes d'action, qui sont nos structures de base et qui ont une autonomie d'action qui est totale. Et y compris les structures qui sont au-dessus des groupes d'action ensuite ne peuvent pas imposer des choses aux groupes d'action. Ils ont une forme de liberté qui est totale, à part le respect de nos règles élémentaires, c'est-à-dire pas organiser des groupes qui soient, qui tiennent des propos machistes ou racistes ou des choses comme ça. Ça, c'est interdit dans la France insoumise. Mais la structure de base, elle est totalement libre. Ensuite, il y a la structure départementale qu'on a créée au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer petit à petit parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait cette structure-là, qui est ce qu'on appelle les boucles départementales, où là, c'est les responsables de groupes d'action certifiés, c'est-à-dire qui correspondent à un certain nombre de règles, qui là peuvent s'organiser et la liberté d'action de ces boucles départementales est totale. C'est-à-dire ils peuvent décider. Nous, par exemple, dans l'Essonne, on a décidé qu'on faisait une réunion par mois. Voilà. Mais il y a d'autres boucles départementales qui fonctionnent d'une manière différente. Et ensuite, il y a les structures au niveau national. Celle qui a sans doute qui est le plus gros lieu de débat, c'est le groupe parlementaire, dans lequel voilà, on échange, on établit des stratégies, on essaye de créer du consensus sur nos formes d'action. Et c'est peut-être pour aller jusqu'au bout la forme différente, la pratique différente qu'on a. Là où certains vont essayer de mettre en avant des désaccords, des dissensions, du dissensus, nous on va essayer de parfois s'engueuler entre nous et puis ensuite on définit une position commune à laquelle on essaye de tous se tenir. Et puis si quelqu'un est pas trop d'accord avec la position commune, on va plutôt dire faire tranquille, quoi. On va dire bon bah sur ce texte-là, sur ce sujet-là, je reste un petit peu de côté et puis je laisse les autres faire. Frédéric Savicki, en tant que chercheur, quel regard vous portez justement sur l'organisation interne de la France insoumise? Est-ce que cela vous paraît être une forme démocratique, une organisation démocratique partidaire?
Moi, j'ai 60 ans et quand j'entends Antoine Lemans, j'ai des souvenirs de dirigeants communistes, si vous voulez, qui me reviennent à l'esprit. C'est pas du tout une critique. Ah non, C'est je le prends pas comme tel. c'est la même, c'est la même Ça sonne argument, comme ça, tout de c'est même, la hein. même argumentation. C'est-à-dire le Parti communiste qui affichait un centralisme démocratique était régulièrement en but à des critiques justement pour son absence de démocratie et surtout de vote interne, de possibilités d'expression avec régulièrement effectivement des sanctions, des purges, des exclusions. J'avais participé à un congrès du Parti communiste en 84, je me souviens, c'était Charles Fitterman et Pierre Juquin qui étaient... Enfin, c'était Pierre Juquin à l'époque, j'interviens, c'était intervenu plus tard, qui est tout seul au milieu du congrès, qui le seul à lever la main pour refuser le vote sur la résolution proposée par Georges Marchais. Ils étaient 3 dans une salle d'1 millier de personnes, c'était terrible, c'était glacial, et puis on sait ce qu'il en est advenu ensuite. Juquin est parti, a été candidat à l'élection présidentielle, c'est comme ça que ça fonctionnait, quoi. Et vous aviez des dirigeants qui disaient, mais on débat beaucoup en interne, au comité central, le bureau politique, il y a des discussions. Bon, oui, effectivement, mais les adhérents, les militants, au fond, on n'avait que peu à dire, et les dirigeants des sections étaient avalisés par les responsables de fédération, qui eux-mêmes étaient avalisés et supervisés par les membres du comité central, et ça fonctionnait comme ça. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas aux politistes de le dire, c'est-à-dire qu'au fond, chaque parti est libre de mettre en place les structures qu'il veut. Il y a même des débats, j'allais dire, au sein même de la science politique. Un grand auteur sur les partis politiques qui s'appelle Giovanni Sartori qui dit c'est pas grave, pour qu'une démocratie fonctionne, il peut très bien y avoir des partis qui sont pas démocratiques, mais la démocratie, elle vient de la compétition, de la concurrence entre les partis. Et c'est à partir du moment où cette concurrence est libre, chaque parti est libre. D'autres, au contraire, disent quand même, dans une démocratie, il faudrait à minima que les règles démocratiques telles qu'elles s'appliquent à l'ensemble de la nation et aux institutions s'appliquent aussi aux partis qui... Bon. Donc c'est pas tranché, et je comprends effectivement que l'efficacité finalement prime. À partir du moment où on considère que le programme il est fixé et qu'il ne fait pas l'objet de discussion, c'est un peu ce que vous avez dit, il y a un cadre général, on ne peut pas le remettre en question, à partir de là, évidemment, il est logique de considérer que les adhérents, d'abord, il n'y a pas d'adhérents au sens strict du terme, puisqu'il n'y a pas de carte de membre. On n'est pas membre comme on est membre d'une association de pêcheurs ou d'une association de... On s'inscrit, mais on ne prend pas de carte. On s'inscrit, on ne prend pas de carte, donc on n'a pas de droit. Participe aux réunions locales qui veut, il n'y a pas vraiment de filtre. Enfin bon, vous pouvez nous répondre sur ce point. Et donc, il n'y a pas de droit, finalement, qui est accordé aux membres. Ça peut fonctionner comme ça, c'est pas un problème. Mais du coup, évidemment, c'est un principe qui est, moi j'appellerais quand même du léninisme gazeux, c'est-à-dire la doctrine est posée, donc on accepte ou pas cette doctrine et cette ligne. Alors elle est posée par qui, on peut discuter, mais à partir de là, évidemment, c'est ce qui prime, c'est l'efficacité. Bon, c'est un modèle. Est-ce qu'il va évoluer ou pas? Moi, je pense qu'il sera amené immanquablement à évoluer parce que la France Insoumise, c'est aussi un parti de militants. Enfin, en tout cas, c'est un mouvement qui a des militants. Donc, et ces militants, ils ne sont pas voués corps et biens à se soumettre. Et donc, ils ont des exigences. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans la préparation des élections locales, élections municipales, tout le monde n'est pas d'accord sur les alliances à amener, etc. Et à un moment, il faudra bien que tout ça soit tranché. Et comment le trancher? Alors, est-ce qu'on le tranche toujours d'en haut? Il y a un moment, il faut aussi peut-être trancher par le vote. On va revenir évidemment sur les municipales et sur les élections locales, mais avant cela, Antoine Lemans, est-ce que vous avancez donc dans le brouillard du léninisme gazeux? Non, et plus sérieusement, est-ce que, j'allais dire, l'unité qui s'est construite autour d'un chef, autour d'un leader, est-ce que c'est en vue de faire primer l'efficacité? Alors déjà, c'est marrant de parler de Lénine, puisque Lénine, une de ses grandes formules, c'est que faire, et précisément, on en est tous là. Que faire dans ce monde politique qui évolue d'une manière nouvelle, avec pour les tout compris. Alors, je pense mais que déjà, que faites-vous? Il y a une différence assez centrale avec ce que vous disiez sur le Parti communiste, c'est que la manière dont on s'organise, c'est autour d'une plateforme numérique. Ça n'existait pas, ces outils numériques auparavant, et ça permet un certain nombre de choses, notamment pour la participation démocratique, pour le coup, de l'ensemble des participants de la France Insoumise. Comment ça se passe chez nous ? Peut-être pour expliquer les choses à ceux qui n'auraient pas suivi les évolutions. D'ailleurs, ça ne fonctionnait pas nécessairement comme ça. Puis petit à petit, on a fait évoluer les choses. En gros, nous, on travaille à la rédaction, quand on a des assemblées représentatives, on travaille à la proposition de rédaction d'un texte qui est un texte d'orientation de la France Insoumise. Ce texte-là, il est débattu groupe d'action par groupe d'action, puis les responsables de groupe d'action
en discutent en boucle départementale, ils en débattent de nouveau en boucle départementale. Elle avait lieu, pour le coup, cette réunion-là, hier en Essonne pour ce qui nous concerne. Je ne pouvais pas y participer malheureusement puisque j'étais à l'Assemblée nationale, donc je ne sais pas encore ce qu'ont débattu les camarades, mais il y a une personne tirée au sort qui va ensuite être la personne qui va faire la remontée au niveau national. Et d'un texte qui est proposé par la coordination des espaces de la France Insoumise, il est amendé étape par étape. Et ensuite, on produit un nouveau texte. Et vous pouvez regarder dans les étapes précédentes de ce qu'on a fait, à quel point le texte évolue par rapport à ce qui était fait. C'est ce que j'allais vous demander, je me permets de vous couper, pardonnez-moi. On sait aussi comment ça marche dans tous les partis, dans beaucoup de mouvements. Là, vraiment, dans l'ensemble du spectre, on donne parfois aux militants du grain à moudre parce qu'il faut leur donner aussi l'impression, et c'est vrai, ça a été démontré là aussi par la science politique, de participer, de prendre part, j'allais dire, au processus interne et à la définition de la ligne stratégique du parti. C'est pas du tout la manière dont on se représente les choses, et c'est pas du tout ce que ça produit. Par ailleurs, ce serait un peu prendre les militants de la France Insoumise pour des idiots que de penser qu'ils sont pas capables de voir la différence entre le texte au point de départ et le texte au point d'arrivée, ni même de faire le lien entre ce qu'ils ont débattu localement et ce sur quoi on tombe à la fin. Je prends personne pour des idiots, je parlais évidemment de l'ensemble du spectre. Non, mais je le dis aussi parce que je trouve il peut y avoir parfois, non pas ici fort heureusement, mais il peut y avoir parfois dans les expressions que j'entends dans certains médias une forme de mépris pour nos militants, comme si c'était, je sais pas quoi, du bétail, de gens qu'on était là en train de gouverner, d'emmener dans un endroit autour d'un leader charismatique qui déciderait de tout seul. Bah non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe si on veut bien le penser, et se demander comment des gens qui s'en prennent plein la tête quand même, parce que pour être militant insoumis aujourd'hui, faut être bien accroché, quoi. Faut être motivé, parce que ça veut dire se faire insulter à longueur de temps sur un certain nombre de plateaux télé ou de réseaux sociaux. Comment des gens qui sont pour beaucoup des gens qui sont des intellectuels, qui sont des militants qui réfléchissent à ce qu'ils font, qui savent qu'ils sont là pour une bonne raison, comment ça se fait qu'ils sont là si jamais c'est si adémocratique, si c'est si problématique, si c'est si des décisions d'un seul homme qui imposerait ses vues au reste des militants? Bah non, c'est bien parce qu'on a défini, mais petit à petit, il ne faut pas mentir, c'est petit à petit en tâtonnant qu'on a réussi à définir ce mode d'organisation collective. Juste de finir d'un mot, mais je constate que ce que ça produit, c'est qu'on essaye de faire du consensus, et à l'issue de tout ça, il y a un vote de l'ensemble des militants inscrits sur la plateforme. Donc, et là, pour le coup, on rejoint les questions de nombre de participants, etc. Mais peut participer à ce vote tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme de la France Insoumise. À ce jour, c'est 450 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme, et c'est plus de 100 000 personnes qui sont membres des groupes d'action qu'on va rapprocher de ce qu'on appellerait des militants dans les autres partis sans doute. La voix de Charlotte Belaïch chez les journalistes à Libération. Elle était interrogée sur France Inter par Sonia De Villers. C'était le 6 mai dernier. Elle est co-autrice de La Meute avec Olivier Perroux, un ouvrage qui a mené une enquête sur les arcanes de la France insoumise. Il n'y a pas de démocratie dans le mouvement. Le vote n'est pas l'alpha et l'oméga. Tout ça n'est pas le résultat du hasard. On parle aussi beaucoup dans le livre des boucles Telegram, donc des espaces de messagerie qui régissent le mouvement à défaut d'instances démocratiques classiques, sur lesquelles pendant 2 ans, ceux qui finiront par être purgés après la dissolution, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont été traqués dans ces boucles, véritablement harcelés pendant 2 ans. Avant la purge médiatique de l'été dernier, il y en a eu des dizaines d'autres, plus silencieuses, mais pas moins violentes. Les purges, elles ont l'avantage d'avertir tous les autres. Voilà ce qui arrive à ceux qui doutent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait pas seulement par peur. Ils l'ont fait au nom des valeurs. Il y a cette idée très forte dans le livre que la fin justifie les moyens. C'est qu'ils ont tous accepté une pause démocratique en se disant que ça valait le coup pour gagner et changer la vie finalement. Frédéric Savecki, la description des arcanes de la France Insoumise, est-ce que c'est singulier, est-ce que c'est propre à ce mouvement, à ce parti, ou bien c'est dans le fond la dureté de la vie politique et quelque chose qu'on va retrouver dans bon nombre de partis de la vie démocratique française ? Je pense qu'un des problèmes que pose, disons, la démarche et le livre La Meute, c'est que ça a été souligné d'ailleurs hier dans un très bon article rédigé par Manuel Cervera-Marsal dans AOC, c'est l'absence de point de comparaison. C'est-à-dire que les faits sont indéniables d'une certaine façon. Il y a un certain nombre de faits qui sont mis sur la table, les exclusions, elles sont là, mais c'est vrai qu'on a tendance à finalement dresser un portrait extrêmement noir de LFI en laissant
penser que les autres partis politiques seraient en quelque sorte des havres de paix au sein desquels il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'exclusion, etc. Ce qui est évidemment pas le cas. Quand on est journaliste, après, il est normal de mener une enquête sur un objet en particulier et la démarche comparative est plus complexe, elle prendrait énormément de temps. Elle est plus complexe, mais disons que quand on définit qu'un parti n'est pas démocratique, il faut bien qu'on se réfère à une norme de ce que serait un parti plus démocratique d'une certaine façon. Donc, si vous regardez par exemple le fonctionnement des Républicains, il y aurait beaucoup à dire sur et la droite française sur ce côté quand même très caporalisé de ce fonctionnement. Bon, voilà. Et c'est vrai que on n'a pas tellement, ou même alors sur le Rassemblement national, on a assez peu de livres qui ont eu autant de succès d'enquêtes qui auraient pu être faits sur ces partis pour mettre en exergue ces phénomènes. Ça ne retire rien. Et le livre de Camille Vigone quand même sur les rapaces dans le sud-est de la France qui a été mené sur le Rassemblement national et qui montre justement des formes de corruption locale. Et qui n'a pas eu curieusement le même écho médiatique et éditorial. Bon, on peut le regretter. Alors, par ailleurs, il y a un élément, cette absence de règles. Les statuts de la France insoumise, ils sont en voie d'élaboration, mais ils sont très, très flous. Il n'y a pas de procédure de vote. À partir du moment où il n'y avait pas vraiment de membres ès-qualité, avec des réunions, des congrès, des votes, c'est très compliqué, effectivement, de pouvoir exprimer une parole, on pourrait dire, critique à l'intérieur. Et cette structure, d'une certaine façon, en laissant... C'est le fameux modèle de Albert Hirschman, économiste et sociologue, Exit, Voice, Loyalty, c'est-à-dire vous avez 3 stratégies face à n'importe quelle contestation. Soit vous vous écrasez, vous êtes loyal, soit vous protestez, soit vous partez. Et c'est vrai que la marge laissée à la protestation et à la parole individuelle et collective est assez restreinte dans cette structure qui est très centralisée, très autoritaire aussi, il faut bien le dire, au nom de l'efficacité. Et du coup, évidemment, ça sans doute exacerbe ces stratégies-là. Et je pense que dans des partis où le droit de former un courant, la possibilité pour les militants de voter régulièrement et de voter contre, de se compter, la possibilité aussi éventuellement de pouvoir critiquer ou contester publiquement un certain nombre de décisions existe. La procédure de l'exclusion est beaucoup moins systématique, beaucoup moins brutale et du coup, évidemment, ça crée de la souffrance quand même. Alors, est-ce que c'est durable ? Moi, je pense que c'est plutôt... c'est un problème parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout ça devient très public et que ça permet à tous les adversaires de la France insoumise de souligner la contradiction qu'il y a entre d'un côté un parti qui veut changer le modèle présidentialiste français et instituer une 6e République à travers une révolution citoyenne, et de l'autre, avoir finalement un modèle dans lequel son leader charismatique, fondateur, est à peu près intouchable et maîtrise alors des éléments de décision très importants, à commencer par le financement du parti politique. Parce que là aussi, un parti politique, c'est pas simplement un endroit où on se réunit pour promouvoir un programme et des idées, c'est aussi un appareil. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut ne pas manquer de souligner qu'il y a des pratiques et un niveau de contrôle très très peu démocratique sur l'attribution et la circulation des fonds publics que touche la France insoumise comme tout parti politique. Antoine Léaumont, votre réaction, vous qui connaissez le mouvement justement de l'intérieur? Alors, si on vient sur la question des finances, par exemple, il y a une difficulté qui existe, qui est que, contrairement à des partis politiques traditionnels qui peuvent avoir des structures associatives locales, c'est pas le mode de fonctionnement qu'on a décidé d'avoir à la France insoumise. Et en particulier, je vous passe sur les détails, mais ça veut dire désormais, avec les nouvelles règles de la CNCCFP qui s'occupe des comptes de campagne, ça veut dire intégrer les comptes. Donc tout ça a une forme de complexité. Ce qu'on a essayé de faire, c'est en utilisant les outils numériques qui sont à notre disposition, petit à petit, mettre en place des formes de financement locaux en redistribuant du coup une partie par exemple, des cotisations des élus de la France insoumise pour que les groupes d'action localement, et notamment ces boucles départementales, puissent avoir une autonomie financière, parce que précisément... C'est récent, hein. C'est récent, mais c'est récent précisément. Non, mais c'est effectivement récent. Et par ailleurs, je tiens à le dire, on sait très bien que c'est pas encore parfait parce que c'est basé sur le fait que les dépenses répondent bien aux objectifs qui sont fixés. Et du coup, il y a une dépense qui est enregistrée nationalement, du coup, et qui doit être faite par quelqu'un qui est derrière la dépense à la fin. Et on n'est malheureusement pas assez pour effectuer ces tâches-là. Mais on sait que c'est un domaine d'amélioration
d'amélioration. Et justement, c'est peut-être aussi comme ça qu'on travaille, et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. On peut peut-être se demander pourquoi la France Insoumise fonctionne, je pense, aussi bien. C'est parce que, justement, quand on constate des problèmes, ou quand il y a des problèmes qui remontent des militants, ce qu'on essaye de faire, c'est de les régler. Alors des fois, on y arrive parce que c'est facile, des fois, on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Mettre en place du financement local sans avoir de compte en banque, mais en pouvant quand même faire la dépense à travers un compte, en gros, qui est un compte en ligne, mais qui permet de savoir où on en est dans sa caisse départementale, qui du coup est rattaché à un compte national, c'est quand même un peu spécial comme manière comme outil à mettre en place. Mais je reviens quand même, pardonnez-moi, sur les purgés. Est-ce que là aussi, c'est pas une façon, on l'a dit tout à l'heure, de régler le problème en écartant celles et ceux qui ne seraient pas d'accord avec une ligne définie? Est-ce que c'est sur le fond comme cela que vous procédez, j'allais dire sur le fond programmatique? Ce qui est assez étonnant, c'est que est devenu purge le fait de ne pas réinvestir des candidats aux élections législatives. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas réinvesti des personnes à des élections législatives. Ensuite, certains qui pourtant étaient réinvestis ont néanmoins fait des tracts pour dire qu'ils n'avaient rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Au premier tour, ils disaient l'inverse, et au deuxième tour, ils disaient une deuxième chose. Bon, moi, je trouve que c'est un comportement un peu particulier. Et je constate que depuis qu'un certain nombre d'entre eux sont partis, disons, pour prendre des propos récents sur le référendum de 2005 et la construction européenne, je dois dire que je me demande même comment un certain nombre de personnes ont pu rester aussi longtemps et ne pas faire le choix de partir d'eux-mêmes d'une certaine manière. Par ailleurs, il faut... Vous pensez à qui ? Je pense par exemple à François Ruffin, mais par ailleurs, il ne faut pas non plus être naïf, c'est-à-dire on a bien vu qu'un certain nombre de personnes avaient préparé une structure qui était une structure de sortie de la France Insoumise. Donc je veux bien qu'on nous dise qu'on est des méchants, je sais pas quoi, autoritaires et tout ça. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles aussi. Quand les gens préparent une structure pour sortir, il y a une dissolution, personne ne s'attendait à la dissolution, on voit qu'il y a une structure qui est prête. Bon, on a le droit de faire les idiots, on a le droit de dire qu'on est des gentils, tout ça, mais on est là pour essayer de conquérir le pouvoir et de faire en sorte que, justement, on avance de manière un peu solidaire. Mais je voudrais juste dire une dernière chose sur ça, parce que faut pas mépriser la manière dont on fonctionne. Moi, quand je regarde d'autres partis politiques, mon impression est que derrière des désaccords de personnes, on va alimenter des désaccords de personnes avec du fond politique. Je suis incapable de vous dire quelle est la différence exacte entre les différentes tendances du Parti socialiste qui s'expriment en ce moment, là, dans le Congrès. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est l'idée forte que chacun d'entre eux a développée. Ce que je sais, c'est que c'est organisé autour de personnes, et d'ailleurs c'est décrit comme ça, la tendance d'Olivier Faure, la tendance de M. Maillot-Rossignol, la tendance de Boris Vallaud. Mais je ne sais pas exactement dans le détail ce qu'ils vont mettre en avant. C'est ça que je trouve un peu surfait. Et puis par ailleurs, on parle de purge à notre endroit, ce que je trouve pour ma part être une mauvaise utilisation de ce que c'est qu'une purge pour savoir ce que c'est qu'une purge. Mais je constate que dans le Parti socialiste, dans les années précédentes, il y a eu des formes de départ volontaire massif. C'est-à-dire ceux qui perdaient les congrès, petit à petit, faisaient, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a moins de monde aujourd'hui au PS, mais partaient par paquets en emportant leur tendance avec eux. Bon, nous, on a essayé de faire un mode de fonctionnement qui est différent. Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement parfait qui existe dans la société ? Sans doute pas, parce que sinon tout le monde utiliserait ce mode de fonctionnement parfait. Nous, on tâtonne et on essaye de faire quelque chose qui fonctionne aux attentes des gens. Frédéric Savicki, on parle différemment depuis le début de cette conversation de partis, de mouvements. Est-ce qu'il existe véritablement justement une différence théorique entre ces deux appellations ? Alors, pas vraiment, j'allais dire. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a un discrédit de la forme partisane qui est assez général en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, qui peut pousser de nouvelles organisations politiques ou de nouveaux mouvements politiques à justement récuser l'étiquette parti et à mettre en avant plutôt l'idée de mouvement en insistant sur justement le côté plus souple, gazeux, dirait Jean-Luc Mélenchon, avec des contraintes moindres qui pèsent sur les membres, sur les adhérents,
gens, venez comme vous êtes. Donc c'est un moyen de repeindre la façade c'est un peu aussi un moyen de repeindre la façade. Alors après, il y a quand même un distinguo pour lequel ça peut être utile de parler de mouvement et de parti. Pour dire, vous parliez tout à l'heure de partis traditionnels. Bon, les partis traditionnels, c'est quoi ? C'est des partis qui ont survécu à leurs fondateurs, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont des institutions. C'est des organisations même, dirait-le. Alors, des organisations devenues des institutions, parce que bon, ici, on est une organisation. Je ne sais pas combien de temps ça va durer votre émission, mais c'est organisé. Qu'adviendra-t-il dans quelques années à la faveur d'un changement de direction à France Culture ? Peut-être que bon, voilà. Donc, arrêtez de m'inquiéter. Vous n'êtes pas encore une institution. Non, je sais bien, mais Patrick Poivre d'Arvor a pu être une institution à un moment. On pourrait vous le croire éternel, mais même lui, finalement, il a fini. Bon, enfin bref, le journal de 20h, c'est une institution. Bon. Mais donc, une institution, c'est une organisation qui arrive à durer, à survivre à ses membres fondateurs. Et donc, la plupart des partis politiques en France, pendant longtemps, étaient des institutions. Et ce qui s'est passé, en particulier en 2017, vous citiez En Marche, ou La République En Marche et la France Insoumise, on pourrait aussi parler de Place Publique, on pourrait parler de Reconquête de Zemmour. Ça a été effectivement un effondrement de ces partis institutions et l'émergence de nouvelles formes politiques tâtonnantes, essentiellement autour de l'élection présidentielle quand même, à part Place Publique peut-être, autour de l'élection européenne avec Raphaël Glucksmann, mais donc des mouvements qui se sont pensés comme en opposition justement. Ne surtout pas copier le modèle des autres partis politiques qui sont notabilisés, qui sont professionnalisés, qui évidemment sont divisés en des luttes stériles pour des postes de pouvoir. Bon, voilà. Et donc effectivement, ça a correspondu à un moment particulier. Après, les mouvements, normalement, ça ne dure pas. Hein. Quand on parle de mouvement social, un mouvement social, c'est à un moment donné, ça traverse la société, c'est une mobilisation qui généralement retombe. En revanche, les organisations syndicales, les églises, les partis, ils restent. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que un mouvement comme l'était la France Insoumise ou la République En Marche, ou En Marche à ses débuts, devient une institution. On a vu qu'à En Marche, c'est intéressant, devenu Renaissance entre-temps, il y a eu en 2022 décision d'adopter des statuts, d'instituer un rôle de membre, d'adhérent, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, son fondateur, ne serait plus là. Il fallait... À la France Insoumise, on est au milieu du gué, si j'ose dire. Qu'est-ce qui va se passer quand Jean-Luc Mélenchon ne sera plus là, c'est-à-dire ne sera plus celui autour duquel se construit le mouvement? On n'en sait rien. Hein, et là, il y a un vrai défi. Et à ce moment-là, évidemment, on pourra dire que la France Insoumise, si elle survit à Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, sera devenue une organisation politique et ne sera plus un mouvement. Antoine Léaumont, parlons même déjà des municipales. Est-ce que, parce qu'il faut trouver, des candidats qui vont porter la voix de la France Insoumise dans les communes de France, est-ce que déjà cette première étape vous contraint à devenir petit à petit le parti que vous ne souhaitiez pas être au départ ? Alors, j'espère que non. C'est-à-dire, j'espère qu'on arrive à trouver au fur et à mesure les formes évolutives de notre mouvement qui permettent qu'on reste mouvement et qu'on ne devienne pas parti. Comment vous différenciez les deux d'ailleurs vous-même ? Je pense que la grande différence, c'est la manière de devenir membre, puisque quand on rejoint un parti politique, on devient adhérent, il y a une cotisation, et effectivement, à partir de là, découle un certain nombre de règles. L'adhérent a droit à un certain nombre de choses, etc. Nous, on a une forme de participation à la France Insoumise avec des degrés. C'est beaucoup plus progressif, c'est-à-dire on peut être juste signataire sur la plateforme lafranceinsoumise.fr, ou bien être sur Action Populaire et membre d'un groupe d'action, ou bien être membre d'un groupe d'action donateur, etc., ou bien être juste donateur. Enfin, il y a des niveaux différents. Et puis par ailleurs, on peut parfois être membre d'un groupe d'action, mais juste parce que ça nous intéresse de suivre ce que fait le groupe d'action localement sans forcément y participer. Mais bon, pour moi, la forme d'engagement la plus poussée, c'est ceux qui sont des militants, qui organisent des choses. Par ailleurs, c'est sans doute peut-être une des différences les plus fondamentales dans ce qu'on fait. Nous, on dit qu'on est un mouvement tourné vers l'action, c'est-à-dire un de nos objectifs, d'ailleurs ça s'appelle des groupes d'action, nos structures, mais un de nos objectifs, c'est d'être en permanence, non pas en train d'essayer de nous convaincre en interne qu'on est les meilleurs et que je sais pas quoi, mais d'essayer d'aller convaincre la société, d'être en action vis-à-vis de la société pour essayer petit à petit, personne par personne, réussir à convaincre que notre programme est le programme qui serait bon pour le pays. Ça veut dire quoi être en action vis-à-vis de la société ? Ça veut dire des actions parfois assez traditionnelles de partis
politiques du type aller coller des affiches ou distribuer des tracts, mais ça veut dire aussi d'autres types d'actions. Et justement, c'est sans doute ce qu'on fait qui est un peu particulier. Par exemple, beaucoup de militants insoumis font des collectes alimentaires, font des collectes de produits pour la rentrée, pour les rentrées scolaires, pour ensuite les donner, parfois pour les distribuer eux-mêmes, parfois pour les donner à des associations et participer à alimenter ces associations avec des produits. Ça, c'est des formes d'action qui ne sont pas très traditionnelles dans les partis politiques. Mais justement, cette autonomie d'action des groupes d'action, ça fait qu'il y a des gens qui inventent des trucs. Par exemple, il y en a qui décident de faire des opérations de nettoyage urbain, qui vont ramasser des déchets, qui organisent ça. Bon, bah voilà. Moi, je trouve que c'est génial. Ça permet qu'il y ait vraiment une forme de créativité qui existe au niveau de ces groupes d'action. Ensuite, parce que j'ai pas répondu à votre question du coup sur les municipales, pardon, on est parti sur autre chose, mais sur les municipales, c'est pareil, on essaye de trouver un mode de fonctionnement qui permet d'allier une cohérence stratégique nationale, ça pour le coup on l'a défini dans notre dernier texte d'orientation en décembre, si mes souvenirs sont bons, et en même temps une autonomie d'action locale. Comment ça se passe ? Ville par ville, il y a les groupes d'action certifiés qui se réunissent. Certifiés, ça veut juste dire qu'ils correspondent à un certain nombre de règles, notamment avoir une co-animation homme-femme, avoir au moins 3 personnes et que ce ne soit pas des champignons qui arrivent au dernier moment, parce qu'on voit ça aussi, c'est un autre problème, on pourrait en parler aussi, mais donc ces groupes d'action certifiés se réunissent, décident, discutent d'une stratégie municipale, par exemple faire l'alliance avec les autres, ou bien être tout seul, ou bien faire l'alliance à condition qu'on soit devant, ou bien faire l'alliance, on n'a pas de conditions spécialement à mettre, et puis ensuite ça c'est renvoyé au niveau national, le national regarde si ça correspond à peu près à la stratégie nationale qui est définie pour qu'il y ait une cohérence, et à partir de là, parfois le national peut valider une partie et pas l'autre. Par exemple, il peut valider les chefs de file, mais pas la stratégie, ou valider la stratégie, pas les chefs de file, parce qu'il peut y avoir tel ou tel problème qui sont rencontrés. Ça permet d'allier les deux niveaux, et en même temps d'avoir cette capacité d'autonomie. Moi, je trouve que c'est un fonctionnement où on tâtonne, mais ma foi, on verra ce que ça donnera dans les prochaines élections municipales. Je suis assez optimiste, moi, en réalité, sur les prochaines élections municipales. Est-ce que ça vous paraît efficace, Frédéric Savicki, justement, ce tâtonnement qui est propre à beaucoup de mouvements, c'est le cas aussi à Renaissance, justement, tâtonner pour avancer, comprendre en local comment ça se passe. La difficulté aussi de ces mouvements, contrairement aux partis traditionnels, c'est qu'ils ont très très peu d'élus locaux et que de ce point de vue-là, ils partent totalement de zéro. Absolument. D'ailleurs, la stratégie de la France Insoumise comme de la République En Marche aux précédentes élections locales en 2020 pour l'élection municipale avait été plutôt une stratégie, j'allais dire, de mise en retrait en essayant pour LREM de débaucher quelques élus sortants d'autres partis politiques pour récupérer d'une certaine façon leur aura et leur électorat. Pour la France Insoumise, ça avait été de susciter des listes citoyennes de s'y fondre. Là, il y a un changement de stratégie qui s'opère, mais c'est très compliqué parce que c'est là qu'on voit effectivement la nécessité d'une organisation puissante et inscrite dans la durée, parce que l'élection présidentielle qui a été l'origine de l'émergence de ces nouvelles forces ou mouvements politiques, c'est une étape, mais un parti politique doit aussi ensuite gérer d'autres élections, les élections législatives, les élections sénatoriales, les élections européennes, les élections locales, départementales, régionales, municipales, et pour ça il faut des candidats, il faut effectivement une organisation qui permette à la fois de laisser une autonomie aux militants locaux pour définir leur stratégie, comme ça a été rappelé, et en même temps éviter que ça parte dans tous les sens et ça nuise évidemment. Et tout ça, ça suppose quand même un minimum de suivi, de règles, de présence territoriale. Et c'est vrai que c'est un vrai défi pour des partis qui sont construits au départ comme des escouades ou des start-up présidentielles, avec un paquet qui est mis aussi des moyens sur des formes de communication nationale, sur des plateformes, etc. Donc c'est le fait de savoir si cette mue va réussir ou pas et quelles conséquences ça aura, ça reste, c'est l'avenir qui nous le dira. L'avenir nous le dira donc jusqu'au municipal. Merci à tous les deux donc de nous avoir fait pénétrer dans ces start-up présidentielles, pour reprendre votre mot. Frédéric Savicki, merci. Antoine Léaumont, merci également. Merci à vous.